Et nous passons avec notre dernier invité, qui n'est pas des moindres, qui est Yannick Paris, qui est expert en marché public. Donc cette fois-ci, il va nous expliquer, quand on est artisan, commerçant ou d'autres horizons, comment on peut accéder à la commande publique si on n'a pas l'habitude. Bonjour Yannick. Bonjour Thomas. Bienvenue sur notre plateau, comme chaque semaine. Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, tu vas nous expliquer, donc on va repartir, comme tu m'as dit, sur des fondamentaux pour pouvoir réexpliquer comment on fait pour pouvoir accéder à la commande publique, parce qu'effectivement, on parle de financement, d'aide, machin, etc., mais la commande publique peut être un levier pour pouvoir remplir son carnet de commandes sans avoir des perspectives sur la sortie de crise. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé la dernière fois de ce qui s'est mis en place dans l'urgence de la crise sanitaire, c'est-à-dire des mesures, notamment gouvernementales, qui permettent aux titulaires de marchés publics de les gérer et de gérer les conséquences de la crise sur leur marché. Et puis, on a parlé aussi des procédures en cours et de l'impact de la crise sur les procédures en cours. Moi, je voulais revenir un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire que pour que chacun comprenne bien ce que sont les marchés publics et quels sont les enjeux associés à ces marchés, en particulier dans la région Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Alors, déjà, en Bourgogne-Franche-Comté, on a quoi comme particularité ? Alors, on n'est pas parmi les régions les plus pesantes, j'allais dire, en termes de commandes publiques ramenées au nombre d'habitants. Néanmoins, c'est pas négligeable. On est à peu près à 1 000 € par habitant. C'est ce que représente la commande publique en Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, en moyenne. Ça passe de 990 € à 1000 et quelques euros en fonction des années. Mais ça montre quand même à quel point la commande publique, c'est quelque chose qui pèse, puisque je vous rappelle qu'on est à peu près, je crois que c'est 2,8 millions d'habitants dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on est sur un chiffre de 2,8 milliards d'euros sur les quelques 80 milliards d'euros qui sont les chiffres directs de la commande publique, même si on renvoie à un montant global consolidé de l'ordre de 110-120 milliards d'euros pour la France. Ce qu'on arrive à comptabiliser, ce qui est bien identifié, c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Comme commande directe passée aux entreprises privées par le secteur public. D'accord. Donc les particularités, elles sont pas malheureusement liées à un niveau record en termes de montant par habitant, mais néanmoins c'est quand même loin d'être négligeable. C'est une part conséquente de l'économie locale. Encore une fois, quand on parle de 2,8 milliards d'euros, on est sur un marché territorial, Bourgogne-Franche-Comté, qui a un certain poids. Alors, on pense en premier lieu aux travaux, Oui. mais ça touche tout type d'activité, puisque les travaux, effectivement, sont la nature des marchés publics qui pèsent le plus, mais on trouve juste derrière ce qui va toucher aux services, tout type de services, y compris l'ingénierie. Ensuite, tout ce qui touche aux fournitures, l'achat de fournitures. On a beaucoup parlé, par exemple, des gels hydroalcooliques, de masques pour les centres hospitaliers territoriaux, par exemple. Ça relève de la commande publique, puisqu'on a un certain nombre d'entités publiques qui sont dans le domaine de la santé. D'accord. Et tu Alors, parlais aussi des territoires numériques ? oui, alors avant pour revenir un petit peu en arrière, la commande publique, donc au niveau global, national, c'est de manière consolidée, même s'il y a une partie de cette frange des 120 milliards d'euros qu'on identifie un peu moins bien, c'est de l'ordre de 120 milliards d'euros. Donc c'est pas négligeable, c'est de l'ordre de 8-10% du produit intérieur brut de la France. D'accord. Et je tiens à le souligner avant de passer à une échelle plus locale, quels que soient les territoires, c'est des besoins qui sont très divers, très variés, et qui renvoient à des activités pérennes des collectivités ou de l'État. On a un certain nombre de prestations, de fournitures, de services qui répondent de façon pérenne à des besoins qui perdurent dans le temps, qui sont des besoins du secteur public. Ça, c'est important. Oui, par Parce exemple, que fournir en gomme tous les mois
Ou Exactement. en... En Qu'est-ce qu'on pourrait fourniture dire de d'autre? bureau, Oui. fournir je sais pas moi, en produits ménagers, enfin, ouais, c'est dans tous les domaines, fournir en restauration chaque jour finalement de la restauration collective. Tout ça, c'est des besoins qui ne sont pas juste pour une période donnée, mais qui Mhm. perdurent dans le temps. Hein. Donc ça D'accord. permet pour une entreprise privée, quelle que soit sa taille, j'insiste, quelle que soit sa taille, de la micro-entreprise à la Ah, un multinationale. auto-entrepreneur peut très bien répondre à un appel d'offres Bien de marché sûr, public? tout à fait. Oui, oui, D'accord. tout à fait. Ça n'est pas attaché. Alors, c'est un des principes que je vous présenterai un peu plus loin, mais ça fait partie des grands principes de la commande publique. C'est de l'argent public, c'est des deniers publics. Donc, ça doit être accessible à tous, tout type d'entreprise, quel que soit son statut et sa taille. D'accord? Alors, évidemment, on va me rétorquer, bah, c'est plus facile pour un grand groupe de répondre à des appels d'offres qu'à une toute petite structure. Oui, c'est vrai, parce que le grand groupe a l'habitude, il est structuré pour, etc. Néanmoins, la toute petite structure peut tout à fait, sous réserve qu'elle s'y attelle, qu'elle en fasse les efforts, qu'elle s'intéresse à ces marchés-là, peut tout à fait accéder aux marchés qui sont à sa portée. Alors, c'est également une des caractéristiques des marchés publics, c'est que l'information sur ces marchés-là, elle est publique, elle est publiée, elle est disponible sur les plateformes de dématérialisation des acheteurs publics. Donc, la disponibilité de l'information sur Internet, c'est quelque chose qui est aussi une particularité du secteur public. Les marchés privés, même si certains en font la publicité, hein, en disant voilà j'ai un besoin, il y a des plateformes qui existent aussi menées par des donneurs d'ordre privés. Ça n'est pas une obligation dans le secteur privé. Hein. Donc, c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément, des opportunités de business avec le secteur privé. Alors qu'avec le secteur public, les opportunités d'affaires, au travers de l'expression des besoins, elle est publiée, elle est faite sur les plateformes de dématérialisation des acheteurs publics. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est un atout pour toute entreprise parce que finalement, elle va pouvoir assez facilement visualiser des opportunités de marché qui correspondent à son domaine d'intervention. Alors après, c'est vrai qu'il y a une méthodologie, un formalisme, une lourdeur, diront certains, qui est réelle, hein, dans la nécessité de formaliser son offre, ce qu'on ne trouve pas forcément en marché privé. Ça peut apparaître comme étant un handicap, une contrainte. Néanmoins, et là j'insiste aussi beaucoup sur cet aspect-là, c'est un atout. Pourquoi c'est un atout? Parce qu'une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez fait ce travail de formalisation, même quand vous êtes une toute petite entreprise, je dirais même surtout quand vous êtes une toute petite entreprise, que vous avez avec professionnalisme présenté votre offre, vos spécificités, vos moyens humains, vos moyens matériels, vos références, c'est des choses qui, y compris pour le secteur privé, va avoir de la valeur. Ça va permettre de capitaliser une présentation formalisée qui va être utile, pas uniquement pour les marchés publics, mais bien au-delà. Et cette démarche structurante, elle est vraiment très précieuse. J'ai un exemple très concret. Hein. J'ai accompagné un jour une entreprise qui faisait la création de sites Internet, qui s'adressait exclusivement à des entités privées, à des entreprises. Elle a répondu à l'appel d'offres d'un musée. Et dans ce cadre-là, elle a été obligée, donc on l'a aidé à formaliser son dossier. Ça a pris un petit peu de temps. Mais au-delà de cet appel d'offres, alors en l'occurrence cet appel d'offres-là, elle ne l'a pas remporté parce que elle avait plus l'habitude de faire des sites marchands que des sites culturels. Et bon, Ah oui, parce qu'il faut la prouver que dimension tu as la possibilité, enfin que tu as déjà réalisé le truc avant, c'est ça? ah, disons que c'est mieux d'avoir des références dans le domaine parce que Hmm. ça accrédite ta capacité à faire en fait. Même si c'est pas juste cet aspect-là, c'est simplement que dans sa présentation, dans son offre, peut-être qu'on avait trop tourné le site comme l'aurait été un site de E-commerce. vente d'articles, un site commercial. D'accord. Et là, elle souhaitait plus quelque chose orienté et vraiment personnalisé pour un musée. Bon, bah, il se trouve que là, ça n'a pas fonctionné. Je crois que l'entreprise était deuxième hein, dans l'appel d'offres, troisième. Bref, ça enfin c'est pas anecdotique, c'est dommage, mais on gagne pas toujours. La première fois, c'était sa première réponse. Elle en a gagné d'autres par la suite, hein, donc ce travail n'a pas été inutile, mais surtout, elle a remporté un gros marché avec le secteur privé grâce à cette offre qu'elle avait valorisée quelque part, hein, et qu'elle avait su finalement mettre Structuré. en valeur Hmm. par rapport
à cette exigence de l'appel d'offres public. Et ce client privé a été bluffé par la qualité de sa présentation. Et il a signé un devis de 15 000 euros sur un projet beaucoup plus conséquent pour cette petite entreprise. Voilà, donc c'est un exemple qui illustre finalement que le fait que ce soit une contrainte de devoir formaliser les choses, de devoir les matérialiser au travers d'un dossier, finalement ça peut être un atout quand on arrive à le capitaliser, à le valoriser pour d'autres clients, y compris pour le secteur privé. D'accord. Ok, Au-delà de cet d'accord. aspect-là, les marchés publics, ça peut représenter un matelas d'activité, un fonds d'activité qui est intéressant, qui permet aussi de compenser les variations de charges qu'on Et peut puis avoir dans ce d'avoir aussi territoire. une prévision sur une durée, parce que les marchés publics, à chaque fois, c'est sur une durée. Tout à fait. Ça permet de donner une visibilité sur certains marchés. Lorsqu'on a un accord cadre sur 4 ans, hein, avec une entité publique, même si c'est un petit accord cadre. Donc les accords cadres, c'est une forme de marché par laquelle on va avoir ensuite des bons de commande au gré des besoins de la collectivité. Hein. Et donc, du coup, avoir cette relation-là pendant 4 ans, par exemple, ça donne quand même une sacrée visibilité à l'entreprise qui n'en a pas toujours autant avec le secteur privé. Dans un contexte économique instable, dans un contexte de crise, a fortiori aujourd'hui, c'est important de diversifier sa clientèle, c'est important de stabiliser son entreprise par une multiplicité de clients de nature et de caractéristiques variées. Le secteur public peut représenter un débouché qui apporte une diversité intéressante pour l'entreprise. D'accord. Alors, en région maintenant, si on regarde, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, sur la Bourgogne-Franche-Comté, même si on n'est pas la première région en matière de montant de la commande publique, ça pèse quand même 2,8 milliards d'euros par an, bon an, mal an. Hein. Il y a des variations, mais c'est à peu près autour des 3 milliards d'euros par an pour la région Donc Bourgogne-Franche-Comté. ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que comme c'est un territoire qui n'a pas un gros volume de commandes publiques, est-ce que ça veut dire qu'on a plus de chances de le remporter parce qu'il y aura moins de gros qui s'y intéresseront? Alors peut-être, ceci étant, quand je disais tout à l'heure moins de volume, c'est quand même très très conséquent, hein, ça se joue pas à beaucoup. C'est un peu moins en rapport au nombre d'habitants, mais c'est aussi parce qu'on a un nombre d'habitants qui est plus conséquent que certains territoires. Donc je dirais, je suis pas sûr que ça ait un effet significatif sur l'intérêt que représente notre région pour les acteurs économiques. Hein. Simplement, moi je vais positiver. On a, même si on n'est pas parmi les régions dans le top des régions qui ont en valeur le plus grand nombre, la plus grande masse de marchés publics, c'est néanmoins très conséquent et c'est un débouché dont on ne peut pas se désintéresser quand on est chef d'entreprise, à mon sens. Quel que soit. D'accord. Alors, je dis ça pas uniquement parce qu'on est expert dans ce domaine d'activité, mais parce que je suis réellement convaincu que ça offre une frange de débouchés intéressant, quel que soit le type d'entreprise qu'on dirige. Hein, il y a très peu de secteurs qui ne sont pas pertinents vis-à-vis des marchés publics et qui n'ont pas débouché vis-à-vis des entités publiques. Hein. Puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va trouver dans les pourvoyeurs de marchés publics, hein, les donneurs d'ordre publics, des collectivités, des communautés de communes, des communes, mais également des représentations de l'État en région, hein, par exemple des services de la préfecture, des ministères, des armées, de l'agriculture. On va trouver également des bailleurs sociaux qui ont beaucoup de besoins en matière notamment de travaux pour des constructions de logements. Donc on va avoir une palette assez large de clientèle et de besoins de toute nature qui font qu'il est rare que on n'intéresse pas, quand on est une entreprise, quel que soit son domaine d'activité, au moins une frange du secteur public. Alors, en termes de retour au territoire, on a un chiffre qui est intéressant. On a de l'ordre de 80%, un peu plus même, hein, des marchés publics qui sont attribués à des entreprises qui sont situées sur le territoire. Donc, finalement, Alors, ça, c'est quand même un indicateur intéressant pour notre est-ce région. que c'est un indicateur aussi de dire qu'il y a une discrimination sur la proximité? Alors, on pourrait croire, ou on pourrait en déduire qu'il y a une discrimination positive, qu'il y a une forme de localisme dans la manière dont ces marchés sont attribués. Bon, alors c'est pas tout à fait comme ça que
ça se présente réellement, puisqu'il y a des grands principes de la commande publique qui ne permettent pas de dire je veux une entreprise locale. Par contre, si on ne peut pas dire je veux une entreprise locale, on peut quand même dire je veux une réactivité d'intervention, je veux une astreinte, je veux, je sais pas moi, des conditions de non-impact environnemental et je veux une empreinte carbone minimisée, etc., etc. Tout un tas de choses et de critères objectifs qui vont pouvoir de fait créer pour les entreprises locales une situation qui en fera un atout dans D'accord. la conquête des Ok. marchés publics. Et c'est certainement cet aspect-là qui explique que le retour sur investissement pour le territoire est quand même très intéressant, puisque de l'ordre de 80%, un peu plus même, finalement, c'est plutôt, on peut s'en réjouir en tant qu'entreprise du territoire. Oui, Voilà ce que tu vas pas prendre un plombier qui est basé à Marseille pour pouvoir faire de la maintenance d'équipement, quoi. C'est ça, exactement. Surtout si tu demandes des délais d'intervention sur des réparations, des fuites, etc., qui sont de l'ordre de l'heure ou qui permettent de traiter l'urgence. Donc c'est ça qui est intéressant aussi et qui fait que les entreprises, même artisanales, ont vraiment un savoir-faire à valoriser vis-à-vis du secteur public. Et pourquoi tu parlais de territoire numérique dans ta présentation? Je parlais de territoire numérique parce que c'est une particularité. On a une particularité en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on a territoire numérique qui a été pilote au niveau national. Alors il y a d'autres régions qui ont été pilotes et qui ont des équivalences, mais c'est pas le cas de toutes les régions. Territoire numérique a été pilote pour agglomérer un certain nombre de collectivités par une adhésion. Alors c'est une adhésion volontaire, ça ne concerne pas toutes les collectivités du territoire Bourgogne-Franche-Comté, mais il y en a un grand nombre qui adhèrent à ce groupement et qui vont donc publier sur une même plateforme commune, mutualisée, leurs appels d'offres. Et ça, c'est vraiment intéressant à la fois pour ces collectivités, c'est notamment les petites communes qui n'ont pas forcément de support adapté, mais surtout pour les entreprises. Parce que dans d'autres territoires, les publications d'avis de marché, d'opportunités de marché, elles sont faites sur beaucoup plus de supports quand il n'y a pas cette mutualisation. Et donc, du coup, c'est difficile pour une entreprise de s'y retrouver parce qu'elle doit faire une veille sur beaucoup de sites internet différents. L'avantage en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on a territoire numérique qui, je dirais, mutualise la majeure partie des appels d'offres publics qui sont passés en région. Donc ça, Donc c'est c'est intéressant. territoire-numérique.com, non? C'est... Alors oui, je crois que si tu tapes territoire numérique, alors c'est ce qu'on appelait comment e-Bourgogne également. C'est la salle des marchés en fait de territoire numérique. Donc si tu tapes dans Google, Ouais, c'est Ternum. voilà, c'est ça. On est Exactement. bien à la commande publique, ça va. Il y a des abréviations. Donc TERNUM-du6 bfc.fr. C'est ça, c'est l'adresse exacte. D'accord. Mais pour pouvoir s'inscrire dessus, il faut être à jour des cotisations sociales. Enfin, tu as plein de trucs. Alors il faut mettre son numéro de SIRET, il faut créer un compte. Non, à jour non, pour s'inscrire, il faut pas être à jour des cotisations. C'est pour pouvoir être attributaire d'un marché qu'il faut être à jour des cotisations. Ça ne t'empêche pas de soumissionner quand tu n'es pas à jour. Par contre, la collectivité va vérifier avant l'attribution que tu es à jour, puisque c'est un des principes de la commande publique. On peut pas confier un marché public à quelqu'un qui ne s'est pas acquitté de ses dettes vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis notamment des dettes sociales et des dettes fiscales. Donc une entreprise, elle doit être à jour de ses cotisations, elle doit être en règle, elle doit toujours être en activité. Si elle est touchée par une situation de fragilité, par exemple, je pense aux entreprises qui sont en redressement judiciaire, elles peuvent quand même évidemment candidater. Par contre, elles devront donner des éléments concernant leur plan de continuation ou un certain nombre de caractéristiques qui sont propres à leur situation particulière, puisque dans ce cas-là, il est évident qu'elles ont une situation un peu spécifique vis-à-vis des dettes fiscales et sociales. C'est quoi le GIP? Le GIP, c'est le groupement Groupement d'intérêt. d'intérêt public. C'est un D'accord. groupement d'intérêt public e-Bourgogne, enfin territoire numérique. Donc Ok, ce d'accord. produit est issu d'une démarche d'un GIP qui a été pilote au niveau national pour mettre en place de manière dématérialisée toute la publication des marchés publics. Et du coup, c'est quoi la différence avec Chorus Pro? Alors, Chorus Pro, c'est un outil
pour la facturation des marchés publics. D'accord. Donc ça, le territoire numérique, c'est pour l'attribution et Chorus Pro, c'est pour la facturation. Alors, territoire numérique, c'est entre autres, hein, parce qu'ils ont d'autres fonctions au niveau du GIP et il y a d'autres fonctions au niveau de la plateforme. Mais ce dont je parlais principalement, c'est la publication des avis de marché, c'est-à-dire qu'en gros, ils publient les procédures pour lesquelles tu peux te porter candidat si tu vois un appel d'offres qui rentre dans ton domaine d'activité. Hein. Tu peux paramétrer une veille automatique qui t'alerte par mail dès lors que tu as défini des critères qui sont propres à ton secteur d'activité et à ta zone d'intervention géographique et qu'un nouvel appel d'offres dans ton domaine est publié. Ça, c'est la partie vraiment passation de marché. Passation, ça veut dire c'est toute la phase qui va de la publicité, c'est-à-dire de la publication de l'opportunité de marché, jusqu'à l'attribution du marché. D'accord. Ensuite, et c'est gratuit pour l'entreprise? Alors oui, c'est gratuit pour l'entreprise, tout à fait. D'accord, c'est la gratuit pour collectivité qui paye. l'entreprise. Par contre, la collectivité, elle paie ses annonces, elle paie son adhésion au GIP. D'accord. Ensuite, alors Chorus Pro, puisque tu posais la question, c'est une fois que tu es attributaire d'un marché public, tu exécutes ta prestation ou tu livres tes fournitures ou tu fais tes travaux, tu vas facturer à un moment. La facturation, elle est aujourd'hui, avec les entités publiques, passée obligatoirement, j'insiste, obligatoirement, quelle que soit la taille des entreprises d'ailleurs qui sont concernées. Il y a eu un passage progressif, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde est obligé de passer par Chorus Pro pour facturer aux entités publiques. Alors ça, c'est la règle, c'est la réglementation. Il y a encore des petits écarts parce que j'écoutais Aubin qui disait que c'était propre à la France, on attendait toujours le dernier moment euh, pour passer à l'application des règles. Non, du C'est tout. vrai aussi dans la commande publique, malheureusement. Et donc du coup, on a encore des collectivités, on a encore des maîtres d'œuvre, on a encore des entreprises qui ne sont pas vraiment dans la règle puisqu'ils continuent à pratiquer une facturation en dehors de Chorus et en dehors du circuit de facturation électronique. Bon, il y a une tolérance, c'est pas catastrophique, mais en tout cas, la loi a prévu qu'on s'y mette tous en début de cette année, hein, quelle que soit la taille de son entreprise. Et donc, normalement, tout le monde doit utiliser cet outil-là pour facturer ses prestations, ses travaux, ses fournitures aux entités publiques quand il est titulaire de marché public, avec le public. Hein, ça marche, j'insiste, c'est vraiment qu'avec le secteur public. Donc, en fait, Chorus Pro, c'est une plateforme qui est mise à disposition gratuitement pour les entreprises. Il faut y ouvrir un compte et ensuite, on va pouvoir déposer ces factures sur cette plateforme-là pour qu'elles soient traitées jusqu'à la mise en paiement par le biais de cette plateforme électronique. Hein, c'est une plateforme qui a été faite contrairement à la plateforme de territoire numérique. Déjà, ça touche pas la même étape de vie d'un marché public, puisque là, c'est uniquement pour la facturation. Mais en plus, ça a été fait par l'État. Elle est unique pour tout le territoire. Elle a été faite par l'État, par l'AIFE, hein, qui est une structure de l'État qui traite les outils informatiques dédiés à cet aspect de facturation. C'est marrant, ça a été fait par l'État et quand tu tapes ça dans Google, le résultat que tu as, donc chorus-pro.gouv.fr, eh ben, n'est pas en français, il est en anglais. Ah oui, parce que tu dois tomber certainement sur autre chose. Mais ça, c'est le cas dans Google, malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de choses. Ah non, mais ça renvoie constaté. bien sur le site de chorus-pro.gouv.fr et il y a marqué Welcome to the Chorus Pro Gateway, in order, simplify, machin. Ah, alors ça, c'est probablement parce qu'on passe par Chorus et pas par un moteur de recherche français. Enfin voilà. Bref, c'était le petit incartable. Alors, oui, non, mais alors, petite parenthèse, si tu vas sur le site de la NTS, la carte grise, tu as le même problème. Et je me suis déjà fait avoir d'ailleurs, tu as des entités privées, je trouve ça un peu scandaleux d'ailleurs. Le système de référencement de Google fait passer des sociétés privées qui, au travers d'un terme, d'un mot-clé ANTS par exemple, te vendent des prestations payantes pour faire ta carte grise. Ouais, cartegrise.com par exemple. Ça, donc il faut faire très attention quand on utilise Google. Google est un ami dont il faut se méfier, à mon sens. Mais bon, mais on peut pas faire sans, donc voilà. Alors, pour revenir à Chorus, effectivement... Comme dirait ma mère, il reste Google. Donc, Chorus Pro, pour la facturation électronique, c'est quelque chose... Alors, c'est pas très ergonomique comme logiciel. Nous, sur le sujet, d'ailleurs, on a beaucoup de demandes pour des formations à distance, clairement, parce que c'est gratuit. Il y a tout un tas de tutoriels qui sont pas mal faits, mais on a parfois du mal à s'y orienter dans ce logiciel, dans cette plateforme, pardon.
Bon, on en Donc, fera un autre sujet un autre jour alors. et on pourra faire un point spécifique là-dessus sans aucun problème, parce que effectivement, c'est pas si ergonomique, c'est pas si évident que cela en termes d'orientation. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est que c'est un site unique sur lequel on va déposer ces factures, pardon. Contrairement aux plateformes qui publient les marchés, qui elles ne sont pas uniques, même si en Bourgogne, on a la chance d'avoir l'essentiel sur la plateforme mutualisée e-Bourgogne. D'accord. Alors comment on fait si on a envie de se lancer là-dedans, donc dans la commande publique? Donc on crée son compte sur e-Bourgogne et après, enfin sur territoire numérique et après. Alors oui, on commence par créer un compte ou aller chercher sur la plateforme ou les plateformes qui sont pertinentes, qui publient ces appels d'offres. Et donc, on va y trouver des opportunités très probablement qui nous intéressent. Donc là, il Mhm. va falloir y répondre. Donc constituer un dossier de réponse avec souvent donc une partie administrative, hein, donc des pièces sur ses références, les documents officiels de l'entreprise, enfin un certain nombre de documents administratifs. Ensuite, on va devoir aussi fournir en termes d'offres ce qu'on appelle un mémoire technique en général. Donc c'est ça, c'est son devis, mais un petit peu amélioré avec une réponse technique au cahier des charges qui a été mis en ligne par la collectivité ou l'établissement public. Et donc, on va, par le biais de ce document qui est très important, faire valoir sa capacité à être le meilleur finalement pour répondre aux besoins du client public. Donc, le mémoire technique, c'est vraiment le document par lequel on va essayer de le convaincre que notre organisation, nos moyens dédiés à la prestation ou aux travaux, notre planning prévisionnel d'intervention est tout à fait adapté et le plus à même de pouvoir répondre aux besoins du client. Et puis, D'accord. il y a évidemment la grille financière, qui Mhm. peut se présenter sous différentes formes en fonction du type de marché et de rémunération. Ça peut être un bordereau des prix, ça peut être une décomposition du prix global et forfaitaire. Enfin, il y a différentes annexes financières possibles. Donc ça, évidemment, il faut le renseigner. Hein, c'est son prix, c'est la manière dont on va faire valoir sa réponse financière aux besoins du client. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va le déposer sur la plateforme du client public pour qu'il puisse ensuite récupérer l'offre. Après la date limite, ouvrir les plis électroniques, faire une analyse des propositions L'épi. et proposer un choix. Des plis, ça s'appelle un pli. Ah, le pli. Ah, d'accord. P-L-I-S, c'est un pli, oui, un pli électronique. Ok. Donc c'est un dossier électronique qui va comprendre tout ce que j'ai énuméré avant, qui va être la réponse de l'entreprise aux besoins de l'entité publique. Voilà, une fois que tout ça est fait, et ben ensuite on a un résultat qui est communiqué à l'entreprise. Donc ce qui est important, c'est que bon, souvent quand on répond à son premier appel d'offres, On se plante. malheureusement, on n'est pas le meilleur. C'est un peu comme une compétition sportive. Moi, je compare souvent l'appel d'offres à une compétition sportive, avec une différence, c'est que là, il n'y a pas de podium à trois. En tout cas, quand on est deuxième et troisième, on est très frustré parce qu'on n'est pas tributaire du marché. Donc, c'est un peu différent de la compétition sportive à ce titre-là, puisqu'il n'y a vraiment qu'un gagnant et que quelqu'un qui est mis en évidence et qui est bénéficiaire de la démarche. Et surtout, ce qui est important, quand on n'est pas premier, quand on n'est pas retenu, c'est d'échanger avec l'entité qui a donc analysé notre offre, qui ne nous a pas retenu, pour savoir pourquoi précisément on n'a pas été retenu. Parce Ça qu'en doit être source de général, tension, ça, non? bah, si on le fait avec transparence, bienveillance et dans un souci d'amélioration de ces futures offres, en général, on est plutôt bien accueilli par l'entité publique qui va vous donner beaucoup plus d'éléments que ce qu'elle fournit dans une lettre ou dans un courrier électronique Mhm. quand elle vous indique que vous n'êtes pas retenu, qui est beaucoup plus limité parce que là, pour le coup, elle se limite en général à ce que légalement elle doit vous dire. Si on va un peu plus loin et qu'on montre que c'est dans un esprit d'amélioration de son offre, en général, on apprend beaucoup de choses très très précieuses qui nous font gagner du temps. Parce que il suffit pas de faire son autodiagnostic. Nous, on connaît bien notre entreprise, on connaît bien notre offre, on sait quels sont nos atouts, on voit parfois pas très bien quels sont les points sur lesquels on est moins bon que nos concurrents. Et ça, il n'y a que le client qui peut nous le dire, qui puisse vraiment nous aider à améliorer notre offre, à l'ajuster, à voir sur quel point on a intérêt à développer notre mémoire technique, par exemple. Et donc, du coup, moi, je vous invite vraiment
j'invite les entreprises à prendre le temps de faire ce retour d'expérience, même si l'expérience est douloureuse parce qu'on préfère être attributaire du marché que ne pas être retenu, Oui. évidemment. Mais un des gages un des leviers, en tout cas, de l'amélioration de vos performances en la matière, tiendra à toutes les informations que vous allez pouvoir recueillir de vive voix avec l'entité qui a choisi quelqu'un d'autre, qui va Tiens, pouvoir vous j'ai dire une question pourquoi. d'un internaute qui me dit si on a un marché sur lequel il y a une condition qui ne nous plaît pas, est-ce qu'on peut y répondre en disant on fait ça, mais sauf cette condition-là? Alors, tout dépend du type de procédure. En général, non, parce qu'en fait, vous n'avez pas la possibilité de négocier les conditions contractuelles. Donc, c'est un contrat, entre guillemets, d'adhésion, c'est-à-dire, c'est un peu comme les contrats d'assurance, hein. On vous dit, voilà mon besoin, moi je suis la collectivité X, j'ai tel besoin, je le décris par un cahier des charges, j'ai un CCAP qui est le cahier des clauses administratives particulières, donc, qui est mon projet de marché, finalement, mon projet de contrat. Et c'est à ce projet de contrat-là que vous devez répondre. C'est ces conditions-là que vous devez prendre en compte. Et Parce là, que il est très délicat de faire des réserves. Parce que si vous faites des réserves, que vous dites, bah, moi, cette condition-là, je ne suis pas d'accord ou je ne suis pas capable de l'assurer, on va juger que votre offre n'est pas recevable en l'état et on va l'écarter. et s'il y a Vous des n'aurez pas la conditions, possibilité de discuter, si vous voulez, sauf dans les procédures qui permettent une négociation, qui permettent un échange sur les conditions contractuelles. Mais la plupart des procédures ne le permettent pas, ou et en tout cas ne le prévoient pas. s'il y a des conditions qui sont aberrantes, par exemple, moi j'avais vu, c'est notamment dans le cadre de prestations, dans mon cas c'était une prestation photo, où tu avais le reportage. Et après, il t'avait des pénalités, et les pénalités étaient du double, voire du triple du montant de la prestation par heure de retard. Est-ce que ça fait partie des conditions qui sont acceptables ou non? Alors ça fait partie des conditions qui sont difficiles à accepter parce que ça semble assez Aberrant. exagéré, hein, voilà, comme exigence de la part du client public. Donc ça, il faut lui signaler évidemment. Il faut lui signaler au moment de la procédure dès que tu découvres, par exemple, cette condition, au travers du jeu de questions-réponses qu'on peut poser par la plateforme. Il faut souligner ce problème-là. Et lui, il a la Euh, possibilité de le modifier, même s'il a et là, engagé la procédure? voilà, tout à fait. Et en général, c'est pour ça que dès qu'on détecte un problème de ce type-là, ou un point de blocage pour toi, en tout cas tel que tu l'analyses, vis-à-vis de ta propre réponse à réaliser, il faut le signaler au plus tôt pendant la phase De de la mise en consultation? concurrence. D'accord. Exactement. C'est plus facile à cette phase-là pour l'acheteur public de modifier les conditions de son contrat ou de son cahier des charges. Il aura ensuite beaucoup plus de mal à le faire, surtout que lorsqu'on a reçu les offres et qu'on a ouvert donc les plis, les propositions, si on a 5 entreprises qui ont bâti leur prix en acceptant cette condition-là, bon, bah, elles auront certainement provisionné un risque, hein, en se Mhm. disant, bon, voilà, soit elles se seront organisées pour ne jamais être en retard avec un surcoût associé à ça, pour ne pas être sous le coup des pénalités, soit elles auront provisionné en se disant, bah, voilà, sur toute la prestation, je prends en compte l'idée que, voilà, statistiquement ou probablement, je vais être 2 fois en retard, ça va être tant, et donc elles auront gonflé entre guillemets leur prix en mettant cette provision-là dans leur chiffrage. Mais dans ces conditions-là, s'il n'y a pas de réserve faite par 3 de tes concurrents, qui ont certes gonflé leur prix, mais qui répondent en tout point à ce qui est demandé, bah, l'acheteur il va avoir beaucoup plus de mal il va constater les prix peut-être importants générés par cette exigence, mais soit il attribuera à l'un des 3, soit il relancera, il déclarera sans suite, il relancera. Enfin, mais là il va être gêné. En général, il ne fera pas cette remise en cause à ce Donc stade-là si on voit qu'il du y a quelque dossier. chose d'aberrant ou de bizarre ou de mal rédigé, on peut l'appeler directement et lui faire savoir, et du coup il rédigera, enfin il a la possibilité de rédiger avant la date Oui, butoir. oui, et on lui rendra service si on lui met en exergue, enfin, en évidence, un point dont il n'avait pas soupçonné que ça pose autant de difficultés, Ouais, mais par on veut exemple. rendre Parce service que à nous, parfois, pas c'est à par lui, hein. méconnaissance.
D'accord, Donc, on va ça tourne. donc on a intérêt à signaler en fait les réserves ou les problèmes qui sont posés par un dossier que vous constatez, Mhm. que vous découvrez. Vous avez intérêt à les poser le plus tôt possible. Plus vous les posez tôt dans la procédure, plus il sera possible à la collectivité de modifier les choses ou de prendre en compte, de tenir compte de ces difficultés que vous lui aurez signalées. D'accord. Après, Ensuite, si c'est une disposition qui n'est pas légale, alors là, j'en ai déjà parlé la semaine dernière et la mhm, semaine précédente, il y a le médiateur des entreprises qui a vocation, déjà dans un premier temps, si vous constatez que ça n'est pas légal, que malgré les échanges que vous avez avec la collectivité, elle ne veut rien entendre, bah là, vous pouvez le signaler à la médiation des entreprises. Elle va essayer entre guillemets, de raisonner la collectivité et de la ramener dans une voie plus raisonnable. Si c'est pas légal, c'est plus facile de souligner le problème. Si c'est pas très acceptable mais que c'est légal, là aussi, et que l'entité n'a pas voulu l'entendre, bon bah là vous pouvez aussi solliciter la médiation si vous estimez qu'il y a vraiment une erreur manifeste de la part de la collectivité à persister dans cette exigence-là. Évidemment, tout ça après avoir échangé et poussé l'échange avec votre client potentiel le plus loin possible. Parce qu'avant de saisir le médiateur des entreprises, il faut déjà avoir épuisé, j'allais dire, les possibilités de résoudre, au travers d'un échange direct avec votre client public, la difficulté. et il y a des mesures en faveur des TPE, PME? Oui, alors il y a des mesures depuis déjà pas mal d'années. Le législateur déjà a mis en place un certain nombre de dispositions pour essayer de promouvoir l'accès des TPE-PME au marché public. Par exemple, il y a une mesure qui est assez ancienne maintenant, c'est l'allotissement. L'allotissement, c'est quoi? C'est faire des lots, faire des morceaux, des parties, en fait. C'est-à-dire, par exemple, on a un besoin de construction d'un bâtiment. Euh, Avant, par le passé, la règle était plutôt de dire je vais demander à une entreprise générale qui va tout faire et qui se débrouillera Mhm. de sous-traiter éventuellement la partie plomberie au plombier, la partie électricité courant fort à l'électricien, etc. Aujourd'hui, depuis déjà pas mal d'années, hein, ça date déjà dans la réforme de 2006 du Code des marchés publics, on avait la possibilité, on avait, pardon, Ah, CMP, c'est Code des l'obligation. marchés publics. Oui, alors le Code des marchés publics, c'est le CMP, c'est l'ancien référentiel applicable aux marchés publics. Aujourd'hui, on est sous le coup du Code de la commande publique, le CCP. D'accord? C'est D'accord. ça qui fixe les règles du jeu, en fait. Et en fait, si tu veux, donc sur l'allotissement dont je parlais, qui est une des mesures importantes pour que les petites entreprises puissent participer, on voit bien que le plombier, pour reprendre cet exemple-là, si son lot est tout petit dans un ensemble qui est la réalisation d'un bâtiment, bah, il est évident que si le client public confie en un seul marché non alloti, hein, c'est-à-dire pour l'ensemble, à une entreprise et lance un appel d'offres sur ce sujet-là, le plombier tout seul ne va pas pouvoir accéder à ce marché. Alors que si on fait un lot plomberie spécifique, distinct du reste, là, il pourra y accéder en direct. C'est ça l'allotissement. Hein, D'accord. donc la mesure d'allotissement dès la réforme du Code des marchés publics, Mhm. donc dès 2006, c'est un petit peu ancien maintenant, avait pour objectif de promouvoir l'accès des plus petites entreprises au marché public. Ensuite, il y a eu des assouplissements au niveau des procédures, il y a eu des simplifications de procédures. Je parlais tout à l'heure, tu évoquais les exigences en matière de cotisations fiscales et sociales, de situation vis-à-vis de tes cotisations fiscales et sociales. Avant, on demandait tout un tas de choses à tout le monde dès le stade de la mise en concurrence à toutes les entreprises. Aujourd'hui, il est prévu de simplifier au maximum les dossiers et de ne demander que les attestations de régularité fiscale et sociale à l'entreprise qui est pressentie pour être attributaire, c'est-à-dire quand l'analyse des offres a été faite et quand on voit celui qui apparaît numéro un, c'est à lui que l'acheteur public va demander un certain nombre de documents et d'attestations. C'est Avant, cool. c'était Du coup, demandé à ça, tout. ça permet de donner un peu plus de délai pour se mettre en conformité. Oui, tout à fait. Ça permet de donner un peu plus de délai, ça permet surtout de ne pas demander une multitude de documents d'emblée à toutes les entreprises qui participent à la mise en concurrence. D'accord. Bon, ensuite, il y a eu tout un tas de choses qui sont en faveur de la résolution à l'amiable des litiges.
la création de la médiation des entreprises, Qui est gratuite. Qui est gratuite, tout à fait, qui est très simple. On la saisit par Internet, très simplement. J'avais mis la dernière fois l'adresse, on pourra la rappeler hein, si nécessaire. Ah bah vas-y, redis La l'adresse, médiation c'est... des entreprises. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais je l'avais mis en lien sur la dernière présentation que j'avais faite. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des mesures qui sont importantes pour que les plus petites entreprises puissent franchir tous les obstacles qui sont face à eux vis-à-vis de l'accès au marché public qu'une grosse entreprise est beaucoup plus apte à appréhender puisqu'elle est structurée pour ce faire. Quand on est dirigeant d'une entreprise où on est finalement à la fois à la technique et à la fois à devoir gérer ces aspects-là, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu également, et ça c'est plus récent, tout un tas d'initiatives de Small Business Act, stratégie du bon achat, etc. J'en reparlerai Alors une fois SBA, c'est suivante. pour Small Business Act. Oui, Small Business Act, c'est une initiative américaine, c'est une loi Ah américaine d'accord, ok, ouais, qui parce est que je disais, on transposée. est en train de parler de marché public français et on fout encore de l'anglais. Exactement, parce que c'est une initiative qui a été menée dans beaucoup de pays et notamment elle est inspirée d'une loi américaine. C'est pour D'accord. ça qu'on utilise cet acronyme-là. Alors nous, on l'a francisé, notamment à l'île de la Réunion, on a fait pas mal de choses sur ce sujet-là. J'en parlerai à l'occasion d'une prochaine présentation et on l'a appelé stratégie du bon achat public. D'accord. Voilà. Beaucoup de chartes en faveur de l'accès des PME, la SNCF, la RATP, EDF, etc. ont mis en place beaucoup de choses pour essayer d'équilibrer la relation et de favoriser l'accès des plus petites entreprises à leur marché. Donc ça, c'est des initiatives qui existent, qui se sont mises en place depuis plusieurs années. Je pense qu'on ne va pas encore assez loin dans ces initiatives-là, mais il y a des choses encourageantes et j'en parlerai à l'occasion d'une prochaine présentation. Un dernier point que j'évoque qui est intéressant pour les petites entreprises, c'est le relèvement du seuil des marchés qui sont sans obligation de mise en concurrence et de publicité préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, en dessous de 40 000 euros, Hors sous taxe. réserve que hors taxe, tout à fait, sous réserve que la collectivité respecte les grands principes de la commande publique. Il y a 3 grands principes en commande publique: liberté d'accès, égalité de traitement, transparence des procédures. Donc, sous réserve qu'il respecte ces principes-là, il a la possibilité de confier sans publicité ni mise en concurrence préalable, c'est ce qu'on appelle de gré à gré, donc sans formalité particulière, un marché à une petite entreprise sous réserve que ce marché soit d'un montant inférieur à 40 000 euros hors taxe. Par 40 000 an par an. C'est un seuil qui... Non, pardon, c'est pas par an, c'est le montant total du marché. D'accord, mais... Si on ne peut pas confier un marché de 2 ans, par exemple, qui serait... Enfin, on peut confier un marché, plutôt, je vais positiver, de 2 ans, qui serait de 10 000 euros à une entreprise. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite dans le temps. D'accord, mais est-ce que par exemple une collectivité peut confier 5 marchés de 40 000 euros Non, non, non. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du saucissonnage, c'est interdit. On doit cumuler les achats qui relèvent de la même catégorie, on va dire. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas les diviser pour échapper aux obligations justement de publicité et de mise en concurrence. Donc c'est vraiment, on doit être de bonne foi, on doit faire ce travail d'analyse de ce que va représenter ce besoin-là dans la durée. Et si il représente moins de 40 000 euros, c'est ce qu'on estime en tout cas, on est capable de le confier sans mise en concurrence ni formalité particulière. C'est un seuil qui, jusqu'au 1er janvier 2020, était de 25 000 euros. Il a été porté à 40 000. Donc c'est plutôt bien parce que ça permet aux collectivités, aux établissements publics, aux communautés de communes de confier des marchés sans formalité préalable à des entreprises beaucoup plus simplement et par exemple de tester des entreprises qui ne connaissent pas bien les marchés publics, de leur donner une chance par ce biais-là d'y accéder plus facilement sans toutes les formalités qui sont celles mises en place pour des seuils plus importants et des procédures de marché à procédure adaptée ou d'appel d'offres. Ok, eh ben merci beaucoup en tout cas. Et je t'en prie Thomas. Eh ben très bon appétit à toi et puis très bon grand week-end. Merci, bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt, au revoir Yannick. Au revoir.
Nous finissons donc l'émission donc, sur ce sujet de la commande publique qui peut, comme vous l'avez compris, être une solution pour pouvoir réaugmenter le chiffre d'affaires en cette période où nos clients, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va ni jusqu'à quand ça le fait. Aujourd'hui, pas d'émission sur l'intelligence artificielle. On vous garde ça au chaud pour mardi. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Préparez bien vos newsletters et si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous voulez qu'on discute d'un sujet en particulier, n'hésitez pas donc à contacter votre chambre des métiers de l'artisanat, vous l'avez bien compris, si vous en dépendez, mais aussi à nous. Vous pouvez le faire sur rédaction@webtv-bourgogne-franche-comté.fr ou au 03 80 38 22 24 ou alors pendant l'émission en posant vos questions sur les côtés. Vous l'avez bien vu, on les posera en direct aux interlocuteurs et on se débrouillera pour avoir la réponse la plus précise et la plus efficace possible pour vous. Je vous souhaite donc à nouveau un très bon week-end. Profitez-en bien, déconnectez bien, respirez bien et à mardi en direct à 10h avec Monsieur le Préfet. Je vous remercie.